Bonjour tout le monde. L'Ordre des infirmiers a pris position en décembre 2023 sur les pratiques non conventionnelles de santé, aussi appelées pratiques de soins non conventionnelles. En juin 2023, l'Ordre national des médecins avait également publié un texte « État des lieux et propositions d'action » sur le même sujet. L'Ordre des infirmiers a accompagné sa position de 12 fiches très informatives qui dressent un bilan sur 12 de ces pratiques. Je salue ce travail utile de leur part et je me permets d'utiliser le contenu de leurs fiches dans la vidéo que nous allons passer ensemble. Je note deux grands absents quand même dans la liste qu'ils ont fournie, qui sont l'homéopathie et l'ostéopathie. C'est vrai, mais c'est déjà pas mal. Alors je les remercie. En avant pour cette vidéo sur la méditation pleine conscience. La méditation pleine conscience, ou MPC, ou mindfulness en anglais, est une méditation basée sur le vide, qui se pratique en silence, en évitant que le cerveau ne s'accroche à une pensée, en se concentrant sur l'écoute du bruit de sa respiration, complétée par un scanner corporel mental. La phrase clé de la pratique étant « se rendre présent dans l'instant ». Selon les tenants de cette approche, les bénéfices annoncés tant en matière de médecine, d'éducation, d'interactivité professionnelle que de bien-être seraient nombreux. Ainsi, dans le domaine médical, la MPC apporterait un bienfait ou un soin dans de multiples situations. J'ai une liste. Les maladies chroniques, les pathologies inflammatoires, les dépressions, les troubles anxieux, la régulation de l'humeur, les problèmes cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, le psoriasis, la réponse immunitaire, la régulation hormonale, la régulation des neurotransmetteurs et même la vieillesse. La mindfulness, ça vous soigne la vieillesse. Plus de 27 000 études présentées comme scientifiques récapitulent ces bénéfices escomptés. Différents acronymes anglais sont affectés à la technique suivant des distinguos sur son origine, mindfulness, MSBR, MBCT ou encore MSC. La plupart des pratiques de soins non conventionnels, dont on a démontré l'inefficacité, et il y en a un paquet, ont une particularité. Elles soignent de très nombreuses choses. La vraie médecine a des pratiques qui sont ciblées vers certaines affections, certaines pathologies pour lesquelles l'efficacité est évaluée. Quand on prescrit un seul et même soin pour tout un panel d'affections, de pathologies différentes et floues, dans lesquelles on retrouve de manière récurrente des états anxieux et des douleurs persistantes, peut-être somatomorphes, au minimum, ça constitue un critère qu'on coche. Et lorsqu'on a plein de critères comme ça qui s'allument, alerte rouge, on est face à une pratique qui baratine. Faisons un historique. La MPC, méditation de pleine conscience, prend naissance dans la tradition bouddhiste avec la méditation vipassana. Ce terme sanskrit se décompose en profond, vi, et vu, passana. Donc c'est la vue profonde. La vipassana a été largement promue par le gourou birman S.N. Goenka et le moine vietnamien Thich Nhat Hanh. Je suis désolé pour la prononciation, les noms apparaissent à l'écran. Donc ces personnes qui seront aussi les mentors de l'inventeur américain de la MPC, le professeur Jon Kabat-Zinn. Arrivé en Occident à la fin des années 1960, la méditation vipassana n'est pas sans danger. De nombreux accidents liés à sa pratique ont été rapportés, dépression, décompensation psychotique, suicide, etc. Au printemps 1979, Jon Kabat-Zinn adapte la méditation vipassana à la médecine occidentale à l'occasion d'une retraite à l'Institut Insight Meditation Society afin de la proposer aux patients souffrant de maladies chroniques ou de stress pour essayer de les soulager. Ainsi raconte-t-il la naissance fulgurante de la pleine conscience, je cite, « J'étais assis dans ma chambre, j'ai eu une vision qui a duré peut-être 10 secondes. Je ne sais pas vraiment comment l'appeler, alors j'appelle ça une vision. C'était riche en détails et ressemblait plus à une vision instantanée de liens vifs, presque inévitables, et de leurs implications.
Parce que c'était tellement bizarre, je n'ai presque jamais mentionné cette expérience aux autres. Mais après cette retraite, j'ai eu une meilleure idée de ce que pourrait être ma mission karmique. C'est le karma qui est en cause, carrément. Dans son premier ouvrage, il explique en détail la filiation qui unit bouddhisme et New Age à la pleine conscience, mais également comment masquer tout cela. Rappelons aussi les liens étroits qui unissent Kabat-Zinn aux responsables de l'Institut New Age californien, Esalen, matrice de très nombreuses psychosectes de la deuxième moitié du XXe siècle. À l'occasion du 50e anniversaire de sa création, cet institut consacre Jon Kabat-Zinn, leader d'Esalen. Donc ce lien, il n'est pas marginal, c'est pas un détail, c'est au cœur de cette démarche. Nous sommes dans une démarche de type spirituel. Par ailleurs, dans les années 1980, on assiste à un rapprochement entre le Dalai Lama, également membre de la Société ésotérique de théosophie, avec le neurobiologiste teinté de New Age Francisco Varela. De cette rencontre naît l'Institut de la vie et de l'esprit, ou Mind and Life Institute, véritable cœur nucléaire du financement de la recherche et de la diffusion de la pleine conscience à travers le monde. Parmi ses responsables, une kyrielle d'ésotéristes liés au chamanisme, à différentes obédiences zen ou néo-bouddhiques, à l'anthroposophie du maître à penser Rudolf Steiner, et surtout de nombreux adeptes ou ex-adeptes de l'Institut Esalen, la plupart ayant, en d'autres temps, fait la promotion du LSD, dans le monde entier également. Le Mind and Life Institute, Institut de la vie et de l'esprit, finance notamment les travaux animés par les principaux chercheurs en pleine conscience, eux-mêmes siégeant, comme Jon Kabat-Zinn, dans les instances décisionnelles du Mind and Life Institute. Bref, ce sont des conflits d'intérêts à tous les niveaux pour se répartir les fonds, provenant notamment des principales fondations de soutien au New Age, comme la Fondation Fetzer, la Fondation anthroposophique Rudolf Steiner, la Tara Foundation de l'occultiste Benjamin Crème, etc., etc. Jon Kabat-Zinn dépeint lui-même la MPC comme une pratique alliant un mix d'éléments zen et de vipassana complété de dzogchen, et définit sa méthode de soins comme une pratique vipassana avec une zen attitude. Dans son article « Can secular mindfulness be separated from religion ?» Est-ce qu'on peut séparer la pleine conscience de la religion? L'universitaire Candy Gunter Brown conclut « La MPC laïque et la MPC religieuse apparaissent comme des sœurs jumelles. » Nous sommes donc bien loin d'une activité présentée comme laïque en France. 2 courriers successifs de la Ligue des droits de l'homme en 2021 et en 2022, en réaction à un très fort lobbying dans les médias et les institutions, conduiront le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à renoncer à faire entrer la MPC dans les écoles, sur la base de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Tout ça rappelle la dimension spirituelle religieuse de cette activité. Quelle est l'efficacité de la méditation de pleine conscience? La MPC est souvent considérée comme bonne par défaut, et comme ne pouvant pas avoir un effet négatif, ce qui rendrait tout à fait raisonnable d'y avoir recours, a priori, même en l'absence de preuves d'efficacité. Il est bon toutefois de se pencher sur les allégations de ses promoteurs. En 2010, Kabat-Zinn n'hésite pas à affirmer, à la revue Tricycle, qu'il interroge sur l'auto-guérison dans le cancer du sein, je cite, ouvrez les guillemets, il semble qu'il y ait non seulement des réponses psychologiques à ce type de traitement, donc la pleine conscience, mais aussi des facteurs biologiques. Il y a donc tout lieu de penser que même si la pleine conscience n'est pas censée, a priori, être curative, elle est en réalité profondément curative. Fin de citation. Donc je vous traduis au cas où ça vous aurait échappé. Il vient de dire que la méditation soigne le cancer. Et c'est au moins un peu gênant. Dans la même veine, M. Kabat-Zinn rédige la postface de l'ouvrage « Guérison du cancer » basé sur la méditation de pleine conscience, écrit par 2 de ses disciples en 2011. Les déclarations du maître à penser en faveur de l'auto-guérison dans le cancer ont rarement été traduites en français. Parce qu'en France, c'est un peu plus compliqué, on est un peu plus sensible à ces dérives-là qu'on ne l'est aux USA. Notons que cette intuition fulgurante
comme préalable à tous travaux expérimentaux, va à l'encontre de ce qu'est la démarche scientifique, où il est question de tester sévèrement ces hypothèses et de publier ces travaux revus par des spécialistes qui apportent étape par étape les moyens de valider les effets du traitement. Et pourtant, depuis 40 ans, en réponse à cette conclusion fulgurante préétablie, les tenants de la pleine conscience travaillent à rebours pour tenter d'en démontrer a posteriori la véracité. Une majorité des chercheurs qui ont publié sur la MPC ont des liens d'intérêt avec cette approche, étant eux-mêmes pratiquants de la méthode, quand ils ne sont pas carrément membres de la direction du Mind and Life Institute, s'autodistribuant alors les financements provenant de différentes officines ésotériques. Pourquoi ces travaux sont-ils controversés? La martingale est extrêmement simple et concerne environ 90% des publications en recherche de ce domaine. Les tenants de la mindfulness en sont parfaitement conscients. Certains, craignant d'ailleurs un effet boomerang, préfèrent avouer par avance une faiblesse dans leur méthodologie. Dans les travaux expérimentaux, le groupe de personnes qui est soumis à l'effet de la méditation est comparé à un groupe contrôle auquel rien n'est proposé. L'humain étant un animal social par excellence, dès que l'on s'occupe de lui d'une façon ou d'une autre, on observe un effet sur son humeur, sa sociabilité, ses envies, etc. Dans le protocole utilisé de pleine conscience versus rien, il est alors assez facile de détecter des différences de réaction ou de comportement. Mais est-ce que c'est dû à une réaction normale en réponse à toute forme d'attention versus rien, ou s'agit-il d'une réponse clinique spécifiquement due à la pleine conscience et à son effet en tant que tel? Pour cela, il suffit d'introduire dans l'étude un troisième groupe, dit contrôle actif, qui suivra une activité sociale différente de la méditation pleine conscience, comme l'apprentissage d'une langue ou d'un instrument de musique, voire une discussion sur un sujet donné ou un sport collectif pour les enfants, etc. De telles expériences ont été menées, elles existent, on connaît leurs résultats. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Lorsqu'elle est comparée à un groupe actif, la méditation de pleine conscience n'a plus quasiment aucun effet. Je pense qu'un résultat va vous aider à vous faire une idée assez précise de la situation, c'est celui de l'étude de Rosa Pillinger et collaborateurs. En 2012, ils ont montré que chez des patients dépressifs, l'apprentissage du tango apportait plus que la méditation de pleine conscience. Alors dansez maintenant. D'autres biais de méthode entachent les résultats. Absence d'essais randomisés, échantillonnage restreint, non-respect des protocoles en aveugle, peu de recherche d'effets potentiellement nocifs de la MPC. Bref, hormis quelques frémissements, aucun effet majeur susceptible de soigner une quelconque pathologie n'est jamais clairement ressorti. Comme pour l'homéopathie, la plupart des études publiées souffrent de graves biais méthodologiques, ce qui laisse supposer un très probable biais de publication en faveur de tout résultat un tant soit peu positif. Il existe des méta-analyses permettant de rassembler un grand nombre de résultats afin d'en tirer une conclusion plus valide. En 2021, Van Adgeren et al. Publient dans Nature Human Behavior une revue systématique et une méta-analyse des interventions psychologiques pour améliorer le bien-être mental. Leur texte reprend plus de 20 000 études publiées sur le sujet depuis 1980. La conclusion générale est plutôt sévère. Ouvrez les guillemets. La qualité des preuves est généralement faible à modérée. Les données les plus probantes nécessitent des avancées supplémentaires. Pour cela, la revue donne un aperçu de la manière dont les interventions psychologiques peuvent être conçues pour améliorer le bien-être mental. D'autres méta-analyses, plus récentes encore, ont été publiées avec des conclusions identiques. Absence d'effets ou de très faibles effets et nécessité de renforcer la méthodologie des travaux réalisés. Les gens qui publient sur ces sujets travaillent mal. Je caricature à peine les conclusions de ceux qui veulent rassembler les données pour se faire un avis solide. Position de l'État et des instances de santé. La nature des formations proposées pour devenir pratiquant ou enseignant en MPC suscite quelques inquiétudes. En effet, si plusieurs universités françaises dispensent localement
des diplômes universitaires, des DU, qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais c'est discutable, en tout cas ils existent, et de même que des structures de développement professionnel continu et DPC forment à la pratique de la MPC, leur valeur n'est que très relative. L'État français ne reconnaît actuellement aucune formation en matière de pleine conscience. Il faut ajouter que la pratique de la MPC n'est pas anodine. De plus en plus d'études et de méta-analyses font état, cela pourrait vous surprendre, d'effets secondaires graves avec des phénomènes de dépression, de décompensation ou de suicide. Autant d'effets déjà connus dans les années 1970 avec la méditation en Vipassana. Les chiffres des effets secondaires se situent entre 8 et 25% chez les pratiquants en première année, ce qui est déjà énorme. Et ça monte jusqu'à dépasser 80% chez les méditants occidentaux, tout type confondu, après 4 années de pratique. Plus de 80% des gens qui pratiquent la MPC au moins 4 ans finissent par avoir des effets secondaires néfastes, négatifs, directement imputables à cette pratique. Je découvre ces chiffres, comme vous, en me documentant. C'est choquant. En 2021, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUD, rapporte avoir eu à traiter pour la période 2018-2020 38 saisines concernant la méditation Vipassana et 36 pour la pleine conscience, dont 12 concernaient des enfants. Le rapport de la MIVILUD de novembre 2022 consacre un chapitre de 7 pages à cette dérive, disons, pour le moins embêtante. Les tenants de la technique n'hésitant pas à parler, je cite, d'un processus radical de transformation intérieure qui change notre représentation de nous-mêmes, de l'autre et du monde et conduit à de nouvelles façons d'agir, d'interagir et de vivre, la question d'un projet s'orientant plutôt vers une perspective d'assujettissement des personnes peut au minimum se poser. En conclusion, la méditation de pleine conscience est une approche non validée par la science, dont les bénéfices demeurent très incertains. Cette pratique est susceptible d'entraîner des troubles de nature psychiatrique chez ses pratiquants. Elle expose aussi les patients à des retards de prise en charge médicale en les détournant des soins conventionnels, ce qui peut conduire à une perte de chance de guérison. Vous voyez qu'une offre aussi séduisante et apparemment innocente que la méditation, quand elle s'accompagne de prétentions thérapeutiques, d'une forme de prescription morale et religieuse et d'une forte pression financée par des lobbying du New Age, à la faire entrer dans les écoles de la République, doit allumer les alarmes de notre autodéfense intellectuelle. Merci de partager ce travail si vous pensez qu'il est important. Merci pour le soutien que vous m'apportez via les plateformes de financement. Ce travail ne pourrait pas se faire sans vous. Alors, si jamais c'est votre truc, en remerciement, des bisous. À bientôt.